Salut et bienvenue sur Anakaland pour la review du 7ème et dernier épisode de la saison 2 de The Last of Us. Et clairement je pense qu'il était temps d'arrêter la catastrophe avec cette saison 2, même s'il y avait quand même quelques qualités. Et donc très rapidement au niveau de la vidéo, je vais commencer évidemment par une review de l'épisode 7 avec des spoilers. Ensuite un bilan de la saison 2 que je vais découper du coup en deux parties. Une première partie qui je pense sera assez rapide dans laquelle je ne spoilerai pas les événements de la suite du jeu vidéo pour les gens qui justement ne regardent que la série. Et ensuite on pourra parler plus en détail de tout ce que la suite annonce avec les éléments notamment du jeu vidéo. Évidemment aussi pensez à mettre un petit like si la vidéo vous plaît, un commentaire surtout pour me dire ce que vous avez pensé de ce dernier épisode et au global de la saison, et bien sûr un abonnement si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt donc à l'objectif des 5000 abonnés pour le mois de juin et ça fait évidemment toujours très plaisir, donc allez-y. Et sur ce, on est parti. Donc un dernier épisode plutôt sympa, même s'il y a énormément de choses qui à mon goût n'allaient pas. Quand je dis sympa, c'est notamment évidemment, et je pense que c'est peut-être un des derniers éléments qui me fait encore tenir sur la série, même si j'adore l'univers et tout ça évidemment, c'est tout ce qui est production design. J'en parle à chaque fois. Bon, déjà il y a la réalisation qui est très propre, très bonne, même si la mise en scène, j'en parlerai un peu plus tard sur notamment une séquence, était pas folle je trouve, ils auraient pu faire mieux en tout cas, mais c'est surtout de retrouver tous les décors et tous les lieux qui sont quand même assez emblématiques dans le jeu vidéo. On les reconnaît assez, au premier coup d'œil on reconnaît par exemple que ce soit la librairie, le théâtre évidemment, même l'aquarium dans cet épisode là. Tout fonctionne vraiment bien en termes visuels encore une fois, mais par contre évidemment c'est toujours sur l'écriture que ça pêche. On va encore en parler évidemment, mais quand même tout ce qui tourne autour d'Ellie notamment a tendance un petit peu à pêcher, voire plus que ça. Donc rapidement l'épisode commence juste à la fin de ce qu'on a vu avant, donc quand Ellie retournait au théâtre. Là on retrouve rapidement Jessie avec Dina, donc Jessie qui est en train d'essayer de soigner Dina. On voit que elle dit qu'elle veut pas mourir, comme il le relève juste après. Elle refuse de boire. Il réussit malgré tout à lui soigner sa jambe, ce qui va amener ensuite à une discussion entre Ellie et Jessie, où Jessie a carrément cramé sa grossesse, tout ça, même leur relation, alors qu'elles essayent entre guillemets d'être discrètes. Et donc Ellie revient. Même là, elle peut pas s'empêcher d'être grossière et désagréable, donc tant pis, c'est comme ça, c'est la nouvelle Ellie qui a été écrite comme ça, j'en avais déjà parlé et on en reparlera pour tout ce qui est du bilan parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage d'Ellie, que ce soit tant par rapport à Bella Ramsey que par rapport à Ellie, à proprement parler comment elle a été écrite. On a justement notamment par exemple le coup de la loge dans laquelle dort Dina, pareil, encore un lieu qu'on reconnaît au premier coup d'œil et qui fait plaisir à voir en tout cas. On apprend rapidement que Ellie a obtenu seulement 2 indices de la part de Nora, ce qui est déjà pas mal parce que dans le jeu vidéo justement Nora ne donne pas d'informations il me semble, ou en tout cas pas aussi précises que ça. On a donc baleine et roux qui en anglais sont quand même deux mots qui se rapprochent beaucoup, ce qui est même étonnant qu'elle ait réussi à comprendre les deux mots parce qu'il y en a un c'est whale et l'autre c'est will, donc alors que Nora est en train de mourir étouffée, elle a quand même réussi à prononcer deux mots très proches que Ellie a compris, mais bon ça c'est encore une fois c'est qu'un petit détail, je chipote. Et on a surtout affaire à une conversation entre Dina et Ellie, quand Dina justement lui nettoie le dos, avec on voit qu'elle a pas mal de bleu, tout ça, et elle lui raconte du coup ce qui s'est passé et même les événements de Salt Lake City. Et là où c'est intéressant mais dans le sens très très négatif je trouve pour moi, c'est que déjà à ce moment là on voit que Ellie elle doute, elle est plus du tout, déjà qu'elle n'a quasiment pas été de la saison au final, elle est plus du tout dans son obsession de la vengeance, même si elle l'est encore, donc c'est très bizarre au niveau justement de l'écriture dans cet épisode. Je trouve que Ellie se contredit elle-même tout du long, elle passe son temps à se plaindre, elle dit qu'elle comprend les raisons de Abby, qu'elle en veut justement même à Joel, puisqu'elle lui en voulait par rapport à ce qu'il a fait et tout, donc en vérité la série nous montre que Ellie à ce stade là déjà comprend les motivations de Abby, mais ça n'empêche pas qu'elle veut quand même aller la buter et tout, donc c'est pas forcément hyper cohérent je trouve à ce niveau là, alors que normalement on devrait être encore dans une Ellie qui obsédée par la vengeance. Certes Dina qui représente toujours un peu ce qui lui reste d'humanité, de compassion, d'amour, de tout ce que vous voulez, mais malgré tout une obsession pour la vengeance. Et là presque au début de la conversation en tout cas, on se rend compte que Dina elle est presque encore plus jusqu'au boutiste que Ellie. Ellie, elle est déjà en train de douter sur le fait que sa vengeance n'a pas forcément lieu d'être, et en tout cas n'est pas forcément justifiée, puisque l'action d'Abby est justifiée, elle le reconnaît déjà à ce moment-là, alors que Dina, elle a l'air de un peu s'en foutre, elle lui dit oui bah écoute c'est comme ça, voilà, elle est toujours autant traumatisée par la mort de Joel. Certes, quand elle apprend juste après les actes de Joel à Salt Lake City,
elle est déçue, parce qu'elle ne connaissait pas au final le vrai Joël, entre guillemets, ou alors justement elle connaissait le vrai et elle connaissait pas le Joël quand il pète une durite. Mais voilà, on sent qu'elle est déçue par les événements, tant de ce qu'a fait Joël que des actions d'Ellie. Du coup, on voit qu'il y a une hésitation en tout cas chez Dina, donc ça c'est évidemment encore une fois plutôt pas mal. Heureusement qu'elle est là parce que c'est compliqué. Mais vraiment, voilà, moi j'ai trouvé que si déjà à ce moment-là, le soir du jour 2, Ellie elle est déjà en train de douter de ce qu'elle va faire à Abby et ce qu'elle veut faire à Abby, on est vraiment dans la réécriture totale du fond du sujet de la série, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Juste après, on a même une scène un peu gnangnan avec le coup du bracelet quand le lendemain matin, Ellie et Jessie vont partir à la recherche justement de Tommy. Et on a droit justement à cette conversation entre Ellie et Jessie où en gros, déjà, ils donnent enfin des explications de comment ils les ont retrouvés, tout ça. Donc ça crée une certaine logique qui était absente dans l'épisode 5 quand Jessie leur sauve la vie, tout ça. Donc pourquoi pas. Et surtout, on a donc cette conversation où Jessie découvre la vérité sur le fait qu'il va être papa, pour le coup, lui, vraiment. Il commence déjà aussi à traiter Ellie comme quelqu'un de vraiment égoïste et irréfléchi, ce qu'on avait déjà compris dans l'écriture de toute la saison. Heureusement que Dina était là encore une fois, sinon Ellie, elle serait morte 10 fois et elle aurait fait n'importe quoi, surtout. On a aussi rapidement, j'en parle ici parce que c'est à ce moment-là que ça se passe, mais on voit un autre tableau, enfin un autre graphe même si c'est pas du graphe, une autre peinture de la prophétesse des Séraphites. Et Ellie d'ailleurs fait la réflexion mais ils ont plusieurs prophétesses, tout ça. Donc ça laisse aussi sous-entendre le fait qu'en fait ils ne l'ont jamais vue, ou en tout cas ceux qui peignent n'ont pas forcément accès à cette prophétesse. Et du coup, chacun peut-être la peint de la façon dont il la voit. Donc pourquoi pas, c'est toujours intéressant de montrer ce côté un peu mystique de cette prophétesse qui sera développée du coup dans la saison 3. Et très vite, Jessie et Ellie, ils assistent à une scène où certains Wolves capturent un jeune Séraphite, un Scars. Donc là, encore une fois, on veut nous montrer une dernière fois que les Wolves sont des méchants tarés extrémistes. Pourquoi pas, ça reste dans la narration de cette saison, même si après ça va complètement partir sur une autre direction quand on en sera à Abby, ou en tout cas ce sera plus nuancé. On voit que Ellie, elle veut s'interposer, elle recherche une certaine forme de justice, donc jusque là pourquoi pas, si malheureusement c'était pas un truc qui tombait un peu comme un cheveu sur la soupe par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Même là on voit que ça crée une Ellie stupide et antipathique, encore une fois, malgré le fait qu'ils ont voulu un petit peu lui donner de la profondeur et un peu d'empathie en lui disant elle veut sauver un gamin qu'elle connaît pas. On a même, d'ailleurs, elle fait même la réflexion à Jessie après pour le rembarrer, ce qui est un peu gratuit, même si elle a pas forcément tort, mais voilà, je détaillerai l'écriture d'Ellie évidemment plus en détail après. Et on a donc la fameuse scène donc, de la librairie qui fonctionne très bien, encore une fois, visuellement, et on a un foreshadowing déjà dans l'écriture, tiens donc, comme c'est étrange, comme si on n'avait pas déjà tout compris, mais Ellie qui récupère un bouquin qui s'appelle Le Monstre à la fin de ce livre. Jessie d'ailleurs fait même une petite réflexion qui est à mi-chemin entre une réflexion du personnage et presque une réflexion des auteurs un peu extra-diégétique, où en gros il dit très bon choix, j'aurais dû y penser. Donc ça laisse sous-entendre plus ou moins qu'il connaît le bouquin et qu'effectivement il aurait pu penser à récupérer un bouquin pour enfants parce que maintenant il sait que Dina est enceinte, voilà, ok. Mais le plus intéressant c'est plutôt dans le sens où, oui, Ellie est en train de devenir un monstre, et à la fin du bouquin ou à la fin de l'œuvre de la série, on va avoir droit à un véritable monstre presque jusqu'au boutiste et stupide, ce qu'on aurait dû voir justement dans l'évolution du personnage, qui n'est pas le cas dans toute cette saison. Au contraire, elle évolue presque plus dans le mauvais sens, je trouve, que dans le bon, parce que on voit qu'ils hésitent entre montrer quand même une Ellie un peu humaine, un peu compatissante, comme je disais, et en même temps une Ellie qui recherche absolument cette vengeance presque absurde. Et donc, on perd vraiment cette notion d'engrenage de la haine, de cycle de la violence en fait. Heureusement, on a quand même la même réflexion que dans le jeu à la toute fin quand Abby fait enfin son apparition, où elle lui dit mais je t'ai épargné et tout, et effectivement c'est de là que tout part. Si tu l'avais pas épargné, au final rien de tout ça ne serait arrivé, etc., etc. Jessie en profite aussi pour lui faire une petite leçon de morale à Ellie, parce qu'elle le mérite, et en même temps il fallait encore une fois appuyer le fait que c'est une débile et que voilà, donc elle mérite pas forcément le bonheur, etc. Donc elle est égoïste, elle pense qu'à elle, ok, on avait compris, mais pourquoi pas, hein, vous avez envie d'en mettre des caisses là-dessus, donc pourquoi pas. Et en même temps, vous avez écrit le personnage pour que ça corresponde à ça. On apprend aussi que Jessie, en fait, certes, il aime Dina, mais il n'est pas
amoureux d'elle, puisque en fait il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre quelques temps avant les événements de la saison, mais notamment donc d'une fille qui est passée. Donc c'est peut-être le même groupe que celui qui avait vendu du café à Joël. Allez savoir. Et c'est un groupe qui du coup partait pour le Mexique et qui s'était arrêté juste quelques temps faire un peu de troc, de commerce sur Jackson. Et elle avait même invité à partir avec eux, sauf que Jesse étant responsable et qu'il sait que son destin, entre guillemets, c'est de devenir le nouveau chef après Maria de Jackson, tout ça, ben, il a sacrifié son bonheur personnel pour rester. Donc encore une fois, on nous montre un Jesse qui est responsable, qui est bienveillant, tout ça, ça fonctionne. Même si on sent bien que c'est pour créer un contraste absolument évident et presque trop évident entre lui et Ellie. Surtout qu'à la fin, on va nous faire une petite larmichette, mais encore une fois, tout va un peu trop vite dans cet épisode et dans même la saison. Donc c'est un peu dommage. Et on apprend surtout, juste après, que Jesse a voté non. Lors du vote dans l'épisode 3, quand Ellie voulait justement qu'il y ait une expédition punitive qui parte à Jackson, tout ça. Et là, encore une fois, il explique que non, il a voté non parce que tout ce que veut faire Ellie, c'est pour elle-même, c'est égoïste, et qu'elle pense pas à la communauté, machin, tout ça. Donc c'est là le moment où évidemment elle lui balance le fait que oh là là, ta communauté, mais moi ma communauté c'était Joël. Certes, ça aurait pu être émouvant aussi à ce moment-là parce que oui, la famille d'Ellie, la communauté d'Ellie, à la base c'est Joël. C'est juste eux deux contre le monde et après ils se sont greffés à Jackson. Mais voilà, donc. Sauf qu'elle est tellement désagréable et antipathique à ce moment-là et même depuis 16 épisodes hein, en vrai. Allez, on va dire 15. Mais voilà, elle lui balance un peu ses 4 vérités par rapport au gamin qu'il a laissé mourir. En gros, voilà, lui, il fait pas partie de ta communauté, donc t'es un méchant parce que en fait, t'es bienveillant que envers les gens que tu connais et que tu apprécies. Bon, c'est un débat qui a pas forcément lieu d'être. Normalement, on est vraiment, comme ils le disent, dans un truc de guerre et les deux sont leurs ennemis. Donc voilà, en même temps, il a fait un choix raisonnable et il avait raison. À 6 contre 1 ou 6 contre 2, ils auraient pas forcément réussi à le sauver et au contraire, ils se seraient peut-être eux-mêmes fait tuer et puis ça aurait créé des conséquences déplorables. Ils n'auraient jamais pu retrouver Tommy par exemple. Et donc ensuite ils découvrent la localisation de Tommy en partie par rapport au coup du sniper. Donc jusque là ok ça fonctionne. Même si, encore une fois, tout va très vite, il y a énormément de choses qui ont été zappées des événements du jeu vidéo qui auraient pu apporter justement plus de profondeur, plus d'intensité à tout le propos de la saison concernant Ellie et tout ça, donc voilà. Mais donc ils arrivent en hauteur avec une vue à nouveau qu'on reconnaît quand on a joué au jeu vidéo. Ils localisent grosso modo Joël, mais Ellie découvre la localisation de l'aquarium avec l'histoire de la roue et de la baleine, comme si Nora n'avait pas pu dire juste le mot aquarium, donc bon bref, voilà. Et à nouveau, on voit que Ellie, elle s'en fout de Tommy, genre il va pouvoir s'en sortir tout seul, moi je vais me venger, tout ça. Voilà, en même temps, c'est encore une fois toujours dans la continuité, on va pas râler sur chaque mot qui sort de sa bouche, sinon la review durerait 2h30. Mais Jesse, évidemment, lui, reste droit dans ses bottes et va sauver Tommy. Donc à nouveau, ils se séparent, Ellie se retrouve toute seule, elle va à la marina pour récupérer un bateau pour aller jusqu'à l'aquarium. Chose intéressante aussi, c'est que là, on assiste à l'expédition des Wolves, puisque juste avant on avait aussi une petite scène avec Isaac et sa lieutenant ou je sais pas quoi qu'on avait déjà vu au moment de l'hôpital dans l'épisode 5, et ils discutent tous les deux de leur opération là qui va avoir lieu, donc où ils vont débarquer sur l'île des Séraphites, ce à quoi assiste Ellie justement quand ils partent tous en bateau sur ça. Et on a une conversation que j'ai trouvée absolument sans intérêt, où Isaac s'inquiète de savoir où est Abby, donc jusque là pourquoi pas, puisqu'elle est effectivement elle est censée avoir disparu, en tout cas ils ont perdu un peu sa trace, mais le côté est-ce que t'es amoureux d'elle, bon c'est un peu marrant, surtout qu'il coupe l'herbe sous le pied assez vite, donc pourquoi pas, mais le côté oui Abby est importante comparée aux autres, genre on a des Owen, on a des Mel. Alors déjà, Mel, elle est censée être médecin, donc est-ce que vous avez vraiment tant de médecins que ça chez les Wolves? Après, si vous en avez beaucoup, tant mieux pour vous, mais est-ce que vraiment Mel est une personne sacrifiable? Je suis pas convaincu. Owen aussi est quelqu'un de très gentil, très intelligent. Je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens comme lui chez les Wolves. Donc voilà la petite réflexion un peu gratuite, pas forcément intéressante, mais c'est aussi peut-être pour, entre guillemets, édulcorer ce qui va se passer après, et surtout pour montrer que Isaac n'est pas forcément quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil qui respecte ses subordonnés. Il les traite même de moutons. C'est assez drôle d'ailleurs la façon où il dit oui, malgré un nom super badass de wolf, donc de loup, c'est plutôt des moutons, machin. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment absurde, c'est le côté, oui, mais c'est notre futur chef, c'est elle qui va guider notre peuple, machin et tout. D'où ça sort? Pourquoi? Enfin, j'ai trouvé ça vraiment
un peu bidon, voilà. Comme beaucoup de trucs malheureusement, surtout dans cet épisode-là qui vraiment est à la fois expéditif et un peu trop survolé sur beaucoup de choses. Et donc Ellie voit les Wolves partir en expédition pour aller dégommer du Séraphite, chose qu'on verra en détail dans la saison 3, vous vous en doutez. Et Ellie prend donc son bateau, évidemment il y a des vagues, machin, tout ça. À rappeler aussi, d'ailleurs on l'a même pas vu de cette évolution dans la saison 2, alors c'est quand même un élément qui est censé être important, notamment dans l'épisode des flashbacks, ça aurait pu être montré à ce moment-là. Ellie, à la base, elle ne savait pas nager, elle avait peur de l'eau et elle ne savait pas nager, et à présent, elle sait nager. Mais voilà, ça c'est un détail, on s'en fout, alors que c'est quand même, je trouve, une chose qui personnalise beaucoup le personnage d'Ellie, notamment par rapport à la première saison où on devait se la traîner et la faire flotter avec des planches et des machins, des trucs. Certes, dans la série, ça n'a pas forcément un intérêt, mais là, pour la saison 2, ça aurait pu être intéressant de le montrer au niveau des flashbacks, surtout que juste après, on a cet épisode de la vague où Ellie manque presque de se noyer, tout ça. Mais alors là, truc que j'ai trouvé, mais qui n'a à la fois aucun sens et aucun intérêt, si ce n'est pour rajouter du temps à cet épisode qui était déjà pas très long, c'est que Ellie s'échoue sur l'île des Séraphites. Donc elle était à 50 mètres elle est à 200 mètres de l'aquarium et à 2 km de l'île, mais elle atterrit sur l'île. Pourquoi pas encore une fois les mystères de la nature et de la marée. Évidemment, elle se fait choper dès le début par donc un gamin séraphite. Alors là, vraiment, on nous les a montrés presque comme des victimes tout du long. Mais maintenant, ça y est, on nous les montre comme des tarés extrémistes, fanatiques et surtout des tueurs. Puisque c'est carrément le gamin qui fait le geste de genre, allez, éventrez-la, machin, tout ça. Ellie se fait choper, donc elle explique, non mais je suis pas une wolf, tout ça. Le gamin fait le geste, ils la pendent et ils vont la tuer. Jusque-là, c'est cohérent avec ce qu'on a pu voir des Séraphites, des Scars. Sauf que l'alarme sonne du village, et là, c'est genre, oh, l'alarme sonne, eh bien alors laissez-la partir, voilà, et puis nous on y va. Comme s'ils n'avaient pas le temps de lui mettre un coup de pelle dans la tête, de l'attacher, de la planter, et puis c'était terminé. Ça aurait duré 10 secondes, ça les aurait pas mis en retard, mais non, allez, on la laisse repartir, et du coup, elle remonte dans son bateau, et elle va à l'aquarium. Alors vraiment, quel était l'intérêt de cette séquence? C'était juste pour nous teaser que oui, les Séraphites, c'est pas les gentils de l'histoire. Finalement, malgré tout ce qu'on vous a montré depuis l'épisode 4 ou 3 même déjà, dans l'épisode 3 où ils étaient des victimes, ils se sont fait massacrer et tout. Mais en fait, c'est pas tant des victimes, c'est aussi des méchants et des bourreaux. Ok, super, on s'en fout. Enfin, ça n'a aucun intérêt à ce moment-là. Au contraire, il aurait fallu nous garder ça pour la saison 3, vu que ça va être l'enjeu central de la saison 3. Hein. Mais voilà, donc aucun intérêt. Elle arrive à l'aquarium. Et d'ailleurs, aussi, là, j'ai pas compris, bon, c'est un micro détail qui ne sert à rien, mais pourquoi avoir mis les dortoirs dans l'aquarium? Pourquoi avoir mis les dortoirs dans la seule pièce qui n'a pas de fenêtre? C'est absolument absurde. C'est qu'un détail, encore une fois, mais je trouve ça un peu débile. Là, encore une fois, on retrouve très bien même le fait qu'elle escalade et tout. Presque, on a l'impression que c'est la séquence du jeu vidéo, tout ça. Elle arrive dans l'aquarium, elle va tomber sur Mel et Owen, qui d'ailleurs sont ensemble, alors que normalement, ces deux morts sont censés être légèrement séparés pour qu'il y ait aussi plus d'intensité et une montée crescendo dans l'intensité. Il y a un élément que je trouve qui a été supprimé et j'arrive pas à me faire une opinion en fait sur est-ce que c'était un bon choix de l'enlever ou est-ce qu'au contraire ça enlève pas aussi de cette intensité narrative. C'est le coup du chien. Normalement, Ellie, avant de tomber sur Mel, elle tombe sur le chien qui l'attaque et dans le feu de l'action, elle est obligée de planter le chien, sachant que déjà on en a tué plusieurs puisque les Scars tout au long de l'aventure, pas les Scars, pardon, les Wolves sont accompagnés de chiens, donc on en a déjà tué plusieurs, sauf que celui-là, on le bute vraiment, on va dire en face-to-face avec une petite cutscene, il y a même un petit QTE je crois, mais bref. Ça fait monter aussi l'intensité, elle vient de se faire attaquer, elle a failli se faire bouffer par un chien, elle tombe sur Mel, donc voilà l'adrénaline, tout ça, qui justifie l'action de tuer Mel presque accidentellement, plus en tout cas que dans la série, parce que là j'ai trouvé que cette séquence était vraiment bidon, et ensuite elle tombe sur Owen, et là elle obtient quelques informations, tout ça, avant de rentrer au théâtre. Sauf que là, donc pas de chien, donc au final pas d'intensité. Elle arrive sur Mel et Owen qui sont en train de discuter du fait que Abby, elle est partie sur l'île des Séraphites, puisque Owen veut carrément aller lui-même s'infiltrer sur l'île pour la récupérer avant que les Wolves détruisent tout et que surtout Isaac la trouve là-bas et qu'il puisse la prendre pour une traîtresse ou quoi. Enfin bref, ça c'est des choses qui seront à nouveau développées je pense dans la saison 3, enfin en tout cas j'espère, sinon aucun intérêt. Ellie arrive sur eux.
elle interrompt entre guillemets leur conversation, elle est avec son flingue, on voit qu'elle est mal à l'aise et qu'elle est presque toute penaude à les menacer, machin et tout. Donc là, pareil, encore une fois, ça n'a aucun sens. Certes, eux, ils lui ont pas forcément fait quelque chose, c'est pas eux qu'elle recherche, mais ça reste les amis d'Abby, donc ses ennemis. Là, c'est presque en mode s'il vous plaît, j'ai pas envie d'être méchante avec vous, dites-moi où est Abby, nanani, nanana. En plus, c'est avec le flingue, donc c'est très impersonnel. Elle-même, je la trouve vraiment, même dans la mise en scène, justement, c'était cette séquence-là que je trouvais très mal mise en scène. Elle est mise presque en position de faiblesse. Alors que Owen, au contraire, on essaye de nous le montrer un peu plus charismatique et pour le coup, vraiment pas au niveau non plus. Il fait en plus un choix complètement débile. Certes, il a une forte relation avec Abby et il veut la protéger, mais de là à se jeter sur son flingue alors que Mel, elle est dans l'axe du flingue et tout. Bref, on a un Owen qui est à nouveau montré de manière un peu stupide comparé au vrai personnage d'Owen qui au contraire est quelqu'un de très réfléchi, de très empathique, qui est prêt à même sacrifier son propre bonheur pour les gens qui l'apprécient, tout ça. Donc j'ai trouvé ça dommage, même si évidemment j'espère que le personnage d'Owen sera mis en avant dans la saison 3 et qu'on aura vraiment un Owen qui correspond plus à ce qu'on a pu connaître du personnage dans la version originale de l'œuvre, à savoir le jeu vidéo. Mais j'ai trouvé ça vraiment très moyen, surtout que c'est très expédié, la manière dont il meurt, il a même pas le temps de montrer sur la carte quoi que ce soit. Ça c'est sympatoche de voir que Ellie, elle a toujours ce réflexe de cette technique que Joël lui a appris des deux personnes qui montrent la carte et que si ça correspond pas, c'est qu'ils mentent, etc. Mais c'était pas fou, et puis donc il essaye de prendre son flingue, elle tire, on a l'impression que c'est la première fois qu'elle tire de sa vie, tellement elle est choquée, genre oh là là, j'ai tiré. Voilà. Owen meurt sur le coup, et Mel a une balle qui lui frôle la carotide, du coup machin. Donc là pareil, c'était un peu bidon, surtout que c'est très impersonnel encore une fois le fait que ce soit fait avec un flingue. Et le plus drôle, c'est que dès que Mel se rend compte qu'elle va mourir, elle dit le couteau, est-ce que t'as un couteau? Prends un couteau. Moi j'avais presque envie de dire oui, parce que tu t'es trompé dans le script, c'était pas censé se passer comme ça, t'es censé lui planter un couteau dans la gorge. C'était pas pour ça, c'était encore pire. Un truc qui veut encore une fois nous montrer à quel point Ellie est, excusez-moi, j'ai pas d'autres mots, mais une connasse. Absolument stupide, c'est que là en fait Mel lui demande de faire naître son bébé donc par césarienne avec le couteau machin tout ça, et la seule chose que Ellie trouve à faire c'est paniquer et ne pas le faire du coup, et pleurer surtout. Donc en fait certes elle est choquée quoi qu'il arrive quand elle tue une femme enceinte, tout ça. Mais là c'est vraiment un peu too much, elle prend déjà conscience en fait de à quel point elle va trop loin. Certes, ça se passe à peu près aussi à ce moment-là dans le jeu vidéo, sauf qu'on a un développement qui est vachement plus intéressant sur tous les événements qui se passent avant, et surtout, encore une fois, même à l'époque, au moment où, comme je disais, au moment où elle a tué Nora, c'était pas dingue non plus en termes de rage, de folie meurtrière et tout ça. Donc ça a vraiment, je trouve, la façon dont ils ont tourné cette scène et dont ils l'ont expédiée aussi dans cette dernier épisode, ça a vraiment désamorcé, encore une fois, tout ce qu'il pouvait y avoir de justifiable chez Ellie et dans sa quête de vengeance. Là, vraiment, on se dit, mais juste... Arrête, t'es une bouffonne, même toi t'y crois plus à ta mission de vengeance, même toi t'es consciente que Abby, de la même manière que toi, à l'instant T, elle avait des raisons de le faire, et que Joël malheureusement est coupable, toi-même tu lui en as voulu, certes tu l'aimes, c'était ton père adoptif et tout, donc ça je l'enlève pas du tout, mais au bout d'un moment, c'est bon. On a compris quoi, même Dina elle te l'a dit, allez on va rentrer, on arrête les frais et tout, non. Je trouve que vraiment, c'est peut-être cet épisode, c'est vraiment la quintessence de Ellie, on l'a écrite à l'arrache parce qu'on voulait complètement changer la vision du spectateur de ce personnage-là. Une chose dont j'avais déjà parlé par rapport à la première saison et qui là est vraiment flagrante et presque... ça dégoûte presque honnêtement, voilà quoi. Et ensuite donc je termine très rapidement, donc on a Tommy et Jessie qui viennent la sauver, puisque eux pour le coup c'est vraiment des gars bien, et une fois que Jessie a sauvé Tommy, ils viennent la chercher, ils la trouvent là en train de pleurer, donc on sait même pas depuis combien de temps elle est en train de chialer, tout ça, et ils la ramènent au théâtre. Donc là on se dit bon ça y est, ça va être fini machin, mais on a un dernier petit twist. On a évidemment une conversation où Tommy essaye de dédouaner Ellie en lui disant bah écoute, ils ont cherché aussi, ils sont venus tuer Joël, donc ils ont mérité plus ou moins ça. On voit qu'ils le pensent pas forcément quand on connaît le personnage de Tommy qui est quand même très sympa, très empathique, même plus que Joël. Ce qu'il veut surtout c'est rassurer Ellie et qu'elle arrête de se torturer psychologiquement. Et surtout on a une petite scène où Jesse il essaye de faire croire qu'il a été forcé et que c'est un gars dur avec un cœur de pierre, sauf que pas du tout évidemment. Et tout ça pour nous faire encore une fois tomber la petite larme au moment où on entend du grabuge à l'entrée du théâtre. Jessie et Ellie se précipitent, Jessie meurt, donc décidément
Il aura vraiment pas eu de quoi briller vraiment dans cette saison, c'est dommage parce que c'est quand même un personnage qui est justement très sympa et surtout très intéressant en termes de narration et en termes enfin voilà, en gros il méritait plus dans cette saison. Et Tommy donc est menacé par Abby, qui enfin réapparaît dans cette saison. Au final, on nous l'a un peu trop vendu, je trouve, sur les bandes annonces, sachant qu'on a vu tous les plans où elle est dedans. Donc c'était un peu dommage. Et on a donc cette dernière conversation où donc Abby découvre que c'est Ellie en gros qui a fait tout ça et qu'elle la reconnaît par rapport à la mort de Joël, tout ça, mais elle lui dit mais voilà je t'ai épargné, ben en fait t'aurais peut-être pas dû meuf. Et ça se termine exactement, pour le coup là la mise en scène est absolument identique à ce qu'on a pu voir dans le jeu vidéo, le coup de feu, cut, on sait pas ce qui s'est passé, on le saura à la fin de la saison 3 pour le coup, et on arrive sur vraiment une toute petite introduction pour que les gens se disent pas qu'on est resté sur un cliffhanger absolu, où on découvre le tout début du jour 1 côté Abby. Donc elle est dans le stade, on a un très joli plan justement qui montre le stade et le panneau Seattle jour 1 apparaît, donc voilà, et on n'en aura pas plus. Donc en gros pour conclure sur la review de l'épisode en lui-même, un épisode décevant, comme beaucoup d'autres malheureusement, et un épisode qui termine en gros la carrière de Bella Ramsey déjà, et qui termine l'intérêt qu'on pouvait avoir pour Ellie. Justement, par exemple, j'ai regardé donc toute cette saison et la saison précédente avec ma copine qui, elle, n'a jamais joué aux jeux vidéo, qui a réussi à ne pas se faire spoiler malgré le fait que j'en avais très envie par moment de lui spoiler. Et la seule chose qu'elle m'a dit, c'est j'en ai plus rien à faire, ça faisait déjà plusieurs épisodes qu'elle disait qu'elle s'ennuyait et tout. Et honnêtement, la saison 3 ne l'intéresse pas du tout parce que il n'y a plus Pedro déjà. Donc voilà. Ellie est devenue totalement antipathique, donc en fait on n'en a plus rien à faire de son histoire. Et Abby, on la connaît pas, donc voilà. Donc clairement, un épisode qui termine un peu en nœud de boudin. Surtout que cet épisode au final pour cette saison, c'était trop court. Comme déjà la saison 1 a été passée très vite sur beaucoup de choses, là cette saison est vraiment passée extrêmement vite sur encore plus de choses, et notamment là ce final qui est hyper expédié avec en plus des ajouts qui n'avaient aucun intérêt, au lieu de développer par exemple la scène de l'aquarium. On aurait pu avoir une scène de l'aquarium vachement plus intense, vachement plus intéressante, beaucoup plus profonde aussi. Non, à la place on a une séquence avec les séraphites qui essayent de pendre Ellie et qui au final changent d'avis sans raison et la laissent en vie. Donc voilà, bref. Du coup, on va détailler un peu plus ça dans la partie bilan, toujours sans spoiler le jeu vidéo pour le moment. Je vous préviendrai, vous inquiétez pas, et puis de toute façon, vous avez un timecode si jamais. Bilan de la saison, comme je disais, une saison décevante. On a beau retrouver, comme je disais, des éléments visuels du jeu, quelques éléments narratifs du jeu qui nous tiennent un peu en haleine, mais pour ce qui est d'ailleurs dites-le moi en commentaire, mais pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, ou qui ont réussi à ne pas se faire spoiler, ne serait-ce que regarder des let's play ou quoi que ce soit, est-ce que vraiment vous êtes toujours à fond dans la série à cet instant T? Je ne suis pas convaincu, d'ailleurs apparemment les chiffres de diffusion aussi sur Max et sur HBO sont pas fous. Donc c'est aussi ce qui me fait dire que ils ont eu raison, Neil Druckmann et Craig Mazin, de faire valider la saison 3 avant la diffusion de la saison 2, parce que je suis pas sûr pour le coup qu'on aurait eu une saison 3 s'ils avaient attendu de voir les chiffres. Et c'est même presque à ce niveau-là, je me suis même fait la réflexion quand l'épisode a commencé. Vous savez, ce panneau avec le petit son HBO qui apparaît au début, pendant des années, c'était signe de qualité, malgré évidemment la catastrophe de la saison 8, surtout de la fin de la saison 8 de Game of Thrones, mais ce son et cette image restent un gage de qualité en général quand on est fan de cinéma, de séries et tout. Et bien là, ce matin, en regardant l'épisode, il n'y a plus cette sensation. Quand j'entends ce bruit-là, je suis plus déjà tout émoustillé à me dire « Ah, ça va être trop bien, on va passer une petite heure ou un peu moins de pur éclate et de pur plaisir. » Ben non, maintenant c'est juste, voilà, c'est exactement la même chose presque que le To Doom et que le Schling là de Disney+. Et pour le coup, c'est triste, parce que avec un potentiel aussi important que pouvait avoir cette série, et puis mine de rien, l'investissement qu'il y a en termes d'argent, on le voit, hein, les décors et tout, encore une fois, les costumes, on sent qu'il y a de la thune et qu'il y a de l'investissement artistique, mais en termes de narration, ils ont vraiment foiré. Donc ça, c'est vraiment très décevant, je trouve. Et donc, comme je disais, par rapport aux personnages, surtout notamment de Ellie et Joël, parce que bon, Dina, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Dina, surtout grâce à l'actrice Isabella Merced, elle s'en sort très très bien, et je trouve qu'elle sauve la plupart des épisodes, ou en tout cas quand elle est là, elle crève un peu l'écran comparé aux autres. Jessie aussi était vraiment plutôt pas mal et tout ça. Mais concernant Ellie et Joël, déjà concernant Joël, je trouve
Pour le coup, je suis pas trop d'accord avec certaines critiques qui ont été faites par rapport notamment à l'épisode 6. Je trouve pas qu'ils ont tant poussé la réécriture du personnage de Joël dans cette saison que ce qui avait pu être fait dans la première saison. Dans la première saison, j'avais vraiment cette sensation qu'en Tsum Tsum, ils essayaient de nous faire passer Joël juste pour un taré, vraiment un méchant, pour reprendre des mots basico-basiques. Alors que là, moi pour le coup, j'ai vraiment ressenti dans l'épisode 6, sachant qu'il y a 2 épisodes qui valaient vraiment le coup dans cette saison, l'épisode 2 et l'épisode 6, comme par hasard des épisodes centrés autour du personnage de Joël. Je trouve que dans ces épisodes, au contraire, on a voulu nous présenter Joël comme étant quelqu'un qui certes avait un passif très lourd et certes pouvait faire des dingueries, mais malgré tout, on lui a donné, entre guillemets, des raisons ou des explications de sa psychologie, comme dans l'épisode 6 où on voit que déjà enfant il est obligé de protéger son frère de la violence de leur père, donc c'est une personne qui a toujours eu à cœur en gros de protéger les gens qu'il aime, quitte à faire des dingueries encore une fois pour les protéger, ce que normalement est censé nous montrer la série, ou en tout cas ce qu'aurait dû nous montrer la série depuis le début. Un Joël complètement barjot, on le voit même au tout début par exemple avec Tess et tout ça, mais justement, pour protéger les gens qu'il aime, il est prêt à faire n'importe quoi et à tuer quiconque se mettra sur leur route et menacera les gens qu'il aime. Et ça, j'ai retrouvé un petit peu cette ambiance-là dans l'épisode 6, même si ils ont quand même essayé de nous montrer qu'il était un peu sans cœur quand il tue Eugène, mais en même temps, c'était les règles. Honnêtement, pour moi, je l'ai vraiment pas pris comme ça par rapport à Joël dans l'épisode 6 notamment. Même si encore une fois l'épisode aurait mérité peut-être 2 fois plus de temps pour développer énormément de choses, même par exemple comme je disais le coup d'apprendre à Ellie à nager, ou ne serait-ce que de nous montrer que Ellie sait nager maintenant, parce que normalement dans la scène où ils arrivent au musée par exemple, il la pousse dans l'eau à un moment, et là eh bien non, on ne panique pas, elle sait nager, donc elle a appris entre temps, voilà. Ben non, ça on nous l'a zappé aussi, alors que pour le coup dans l'épisode suivant, ça aurait pu être un enjeu justement de montrer que voilà, Ellie ne savait pas nager, elle avait peur de l'eau, maintenant elle sait nager, et du coup il y a la vague et tout ça, mais bon. Voilà, tant pis. Ce qui prouve bien que l'écriture, la réécriture pour le coup, touche absolument presque exclusivement Ellie en fait. Et déjà dans la première saison, on nous montrait une Ellie beaucoup moins sympa, beaucoup moins attachante, beaucoup plus vulgaire et tout, et là pareil dès le début de la saison on nous montre une Ellie vulgaire, désagréable, comme je le disais là pareil, dès qu'elle revient au théâtre elle peut pas s'empêcher de sortir du dire va te faire foutre ou j'en sais rien, enfin bref, elle sait pas parler gentiment même aux gens qui sont ses amis et qui sont ses proches et tout, je trouve ça débile, ce qui du coup prouve encore une fois ce que j'ai pu dire presque dans chaque épisode, que Ellie, ils ont vraiment voulu en faire une connasse, surtout ce côté, elle sait qu'elle fait de la merde, mais elle continue à vouloir s'entêter dedans. Donc pour le coup, c'est vraiment un personnage antipathique. Encore une fois, j'en reparle parce que c'est un bon exemple. Mais ma copine, elle a terminé l'épisode, ou même avant qu'on termine l'épisode, elle m'a dit mais je crois que j'ai jamais vu un personnage aussi mal écrit, aussi antipathique, aussi inintéressant que peut être Ellie, version du coup Bella Ramsey. C'est presque pas sa faute en vrai. Moi, vraiment pour le coup, j'en veux pas à Bella Ramsey. Elle a été castée, c'est comme ça, et on lui a donné ce script-là. Donc certes, elle aurait pu être un peu plus compétente en termes de jeu, mais en même temps ils l'ont castée, et si vraiment ils avaient voulu faire les choses bien, au pire ils auraient pu changer le casting. Ou prendre Kathleen Dever dès le début, parce que pour le coup, surtout à la fin de l'épisode quand on la voit, elle ressemble tellement plus à la Ellie de l'épisode 2 que Bella Ramsey, que c'en est hallucinant. Donc presque au final tant pis, ils auraient pu changer le casting, et voilà. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette sensation de... Abby, en vérité, c'est la vraie héroïne. Là, on vous l'a présenté déjà comme elle avait une bonne raison de venir tuer Joël. Ensuite, on a laissé le temps passer pour qu'on l'oublie un peu. Ellie, on nous l'a montré vraiment comme le pire personnage de tous les temps. En plus, c'est une future leader du clan des Wolves, parce que voilà, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Elle est gentille, en plus on remarque que tous ses amis ont une certaine fidélité envers elle, puisque aucun ne veut la balancer pour sauver sa propre vie. Donc c'est que forcément elle mérite cette fidélité, cette loyauté. Et puis même le dernier plan, le stade, avec tout ça, je trouve que ça avait vraiment ce côté héroïne plus quoi. On est vraiment sur une caricature, entre guillemets, visuellement, de présentation d'une héroïne en devenir en tout cas. Donc là vraiment, il pouvait pas être plus clair, je pense, que nous dire Ellie, en fait, c'est pas la gentille de l'histoire, la vraie gentille, c'est Abby. Sauf que, encore une fois, aussi, à ce niveau-là, ils nous avaient promis, enfin, ils avaient annoncé que le deuxième jeu serait découpé en plusieurs saisons. On a eu la confirmation que ce serait découpé en 4 saisons. Enfin, en tout, qu'il y aurait 4 saisons, donc en 3 saisons pour l'épisode 2, donc la deuxième qu'on vient de voir. La troisième, qui, pareil, Kathleen Dever l'a balancé aussi dans la presse,
sera concentré principalement, et même quasiment exclusivement, on peut le comprendre à présent, puisqu'on a presque tout vu de Ellie, même s'il y a peut-être moyen que Tommy et Jesse réapparaissent dans la saison 3 de leur côté, quand ils s'en prennent notamment au Wolf ou peut-être même au Séraphite, bref. Et du coup, la saison 4 qui correspondra à une autre partie du jeu, la dernière, dont on parlera évidemment dans la partie spoiler pour pas spoiler, parce que c'est quand même un truc qui risque de gâcher le plaisir, clairement, pour s'il y a encore du plaisir évidemment à ce niveau-là. Mais donc là, la saison 3 sera presque au final une autre série. On va être sur Abby, The Last of Abby. Ce sera plus The Last of Us, ce sera, ou même j'ai eu un commentaire il y a quelques jours sur la précédente review, Abby Godzilla, quoi. Donc, qui n'est pas d'ailleurs Abby Godzilla. Ici, c'est juste Abby Mimi et Abby très mignonne, Abby très féminine. Mais bon, c'est pas non plus le sujet. Tant pis, on a bien compris qu'à ce niveau-là, il voulait pas forcément être cohérent, hein, puisque Bella Ramsey, elle a beau être ce qu'elle est, et que c'est pas sa faute, hein, chacun a la tête qu'il a. Mais elle correspond pas forcément physiquement au personnage de Ellie. Donc le fait que Abby ne correspond pas forcément, surtout aller trouver, à moins de caster Amélie Mauresmo ou voilà, je vois pas non plus, ou une championne de bodybuilding, je vois pas qui aurait pu correspondre physiquement au rôle de Abby. Mais à l'inverse, on nous a mis un personnage tout mimi pour nous montrer que elle mérite notre compassion, elle mérite notre empathie, elle mérite notre amour, et que donc la saison 3 risque d'être quand même une grosse dinguerie en termes de réécriture et tout ça. Du coup voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. En gros, une saison décevante, même, et peut-être même encore plus pour les fans du jeu vidéo que pour les fans de la série. Encore une fois, dites-le moi si vous êtes spectateur uniquement de la série ou si vous avez joué au jeu vidéo et quel est votre avis. Ça serait bien de pouvoir comparer vos avis, toujours dans le respect, hein, évidemment. Ne vous balancez pas d'insultes entre vous. Tout avis est valide. L'avis de chacun est un avis personnel et voilà, on n'a pas à juger les avis. Après, les arguments peuvent être jugés, mais pas les avis. Donc voilà. Et rapidement, je pense, j'ai eu un commentaire aussi qui parlait de ça, j'y ai répondu, mais je pense que c'est intéressant aussi d'en parler ici. Je pense pas que ce soit la faute de Craig Mazin. Les modifications qu'il y a eu, je ne pense vraiment pas que ce soit de sa faute. Je pense vraiment, pour le coup, j'ai beau admirer son travail, en tout cas j'avais beau admirer son travail, je pense que c'est 100% la faute de Neil Druckmann. Je pense que Craig Mazin s'est vraiment occupé de toute la partie réalisation, production, tout ça, mais qu'il a un peu exécuté le texte, ou en tout cas le script qu'avait fait Neil Druckmann de la réécriture de son œuvre. Je pense pas que Craig Mazin est arrivé avec ses gros sabots en disant à Neil ton histoire elle est pourrie, c'est pas comme s'il y avait des millions et des millions de gens qui étaient fans de cette histoire dans le monde, du coup on va la réécrire. Je pense que c'est clairement Neil Druckmann qui a décidé de faire ce changement déjà depuis la saison 1, et déjà même on le sentait dans le jeu vidéo. Encore une fois, j'en ai fait une vidéo qui parlait du fait que déjà dans le jeu vidéo on sentait ce changement de paradigme et de vision que pouvait avoir l'auteur, puisque Neil Druckmann dans le premier jeu n'était pas tout seul à l'écriture, et dans le second pour le coup il l'était, donc il a voulu faire un petit peu les réécritures déjà à ce moment-là qui lui correspondaient à lui, à ses propres sensibilités et ses propres opinions politiques notamment. Donc voilà, donc ça fait déjà un moment que je parle, donc je vais passer à la partie bilan avec spoiler du jeu vidéo, parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire aussi à ce niveau-là, surtout concernant ce qui risque d'arriver dans la saison 3 avec Abby. Donc déjà, par exemple, comme je disais tout à l'heure, je suis pas convaincu que le fait d'avoir enlevé le chien soit une bonne idée, même si clairement il y a aussi un lien avec la politique actuelle. Il faut pas montrer de violence animale, tout ça, mais en même temps, on sait que c'est du faux, c'est un film. On n'est pas obligé de tuer vraiment le chien pour le tuer dans le film, donc dans la série. Du coup, je suis pas convaincu que c'était vraiment une bonne idée de pas le mettre, même si ça aurait pu choquer quelques sensibilités et tout, mais au bout d'un moment, c'est bon. Quand on est un fragile, on regarde pas une série d'horreur et puis voilà quoi. Mais surtout, moi, ce que je trouvais intéressant, et j'en avais déjà, je crois, parlé, je me souviens plus, mais en tout cas, c'était un élément qui, moi, m'avait fait plus ou moins lâcher la manette peu de temps après avoir commencé à jouer avec Abby, puisque c'est vrai que certes, on bute déjà des chiens et tout à ce moment-là, mais sauf que là, celui qu'on vient de tuer en étant Ellie, quelques minutes plus tard, peut-être 10-20 minutes plus tard, on lui lance la baballe. Et c'est vrai que rien que ça, en termes d'intensité, en termes d'implication émotionnelle, c'est quand même un truc vachement important. On peut ne pas aimer les animaux, moi, évidemment, c'est pas mon cas, mais dans tous les cas, on sent forcément, je pense, un petit pincement au moins. Enfin voilà, on vient de buter un animal qui au final est tout gentil, on lui fait des caresses et on lui fait la baballe. Surtout que juste après, on nous présente Abby assez rapidement comme étant une meuf à la fois badass et gentille et machin, comme je disais, tout ce qu'on veut nous faire gober par rapport à elle. Et moi, c'est ce qui m'avait fait, entre guillemets, poser la manette. J'avais trouvé ça assez frustrant. Le shift, mais en même temps c'était le but, c'est aussi ce qui fait que le jeu est écrit brillamment, malgré quelques petits éléments pas ouf dans cette réécriture par rapport à Abby, mais justement c'est ce qui fait qu'on est impliqué et qu'on a
voilà, comme je disais, moi, Abby, au début, je la détestais et tout, avant de découvrir justement un peu tout son développement. Mais donc là, dans la 3e saison, on va avoir quoi? On va avoir droit à beaucoup d'ajouts, je pense, là aussi. On va nous présenter Abby comme justement la future chef super trop bien des Wolves, à quel point elle est gentille et que tout le monde a une certaine fidélité envers elle. Puis le fait qu'elle trahisse plus ou moins les Wolves pour sauver les 2 gamins séraphites, puisque c'est ça tout son enjeu à elle dans la saison, c'est presque pas d'échapper à Ellie, elle s'en fout un peu, elle découvre ça vraiment presque à la toute fin, comme ici quand Mel et Owen meurent, mais c'est surtout qu'elle va prendre sous son aile 2 enfants séraphites qui ont fui leur clan parce que c'est Leaf, je crois qu'elle s'appelle, est une fille, mais elle souffre de dysphorie de genre ou j'en sais rien, mais en tout cas elle veut pas vivre comme une fille, elle veut vivre comme un garçon, elle veut combattre, elle veut rejoindre l'armée des Séraphites, machin et tout. Du coup elle s'est faite menacer et presque expulsée de son clan. Ils ont même failli essayer de la tuer au moment où justement Abby se fait choper et se fait pendre, parce que normalement ça n'arrive jamais à Ellie cette chose là, et elle réussit à s'échapper et elle sauve Leaf. Ils vont même jusqu'à, je crois que c'est pas Leaf, c'est l'autre. Bref, on s'en fout. Et c'est là justement, par exemple, Ellie le voit à un moment là qu'il y a la table d'opération avec plein de sang, donc elle, j'imagine qu'elle se fait des films de genre c'est des tarés qui découpent les gens, alors que non, ils ont sauvé la vie du gamin, de la gamine, en lui coupant le bras qui a été fracassé à coups de marteau et tout ça, machin. Donc on va évidemment nous présenter une Abby super géniale, trop gentille, la vraie héroïne de l'histoire, machin, au bout de la saison 3. Donc je suis vraiment pas convaincu que les gens vont accrocher à ce changement de paradigme aussi violent entre la saison 2 et la saison 3, même si la saison 2, comme je disais, a tout fait pour nous la rendre ultra antipathique. Et ensuite, on va notamment avoir droit à un final qui, pour le coup, je pense, sera quand même très sympa, sur l'île des Séraphites, avec donc l'affrontement Wolf-Séraphite, et au milieu Abby qui essaye de s'échapper et de sauver les 2 gamins. Donc jusque là je pense que ce sera plutôt efficace. Comme je disais, peut-être qu'on verra quand même quelques apparitions de Jesse et Tommy, parce que pour le coup ils sont vraiment passés inaperçus quasiment dans cette saison, surtout Tommy, on l'a presque pas vu, bichette, et peut-être qu'on va les voir justement mais du côté d'Abby, du côté des Wolves qui subissent les attaques de Tommy, donc pourquoi pas à ce niveau là. J'espère évidemment voir un meilleur développement du personnage de Owen, parce que pour le coup il a vraiment pas eu le temps d'écran et puis même l'ampleur qu'il méritait, parce que même quand on le connaît pas tant que ça, quand c'est Ellie qui est face à lui, il dit autre chose que juste ah mais je suis celui qui les a fait épargner, et puis après faire un choix absolument débile qui va provoquer sa mort, la mort de sa meuf, enfin de son ex, et la mort de son bébé. Donc voilà. Et évidemment, donc la saison 4, si saison 4 il y a, parce que je pense que là pour le coup ils risquent d'attendre les chiffres de la saison 3 avant de lancer la production de la saison 4, ou alors c'est que vraiment ils en ont rien à faire. Mais saison 4 qui nous parlera de Santa Monica, et là pour le coup ils vont encore plus mettre l'emphase sur le fait que Ellie, malgré le fait qu'elle est rentrée, qu'elle a pas tué Abby, enfin surtout qu'elle s'est pas fait tuer par Abby parce qu'elle va se faire défoncer la tronche à la fin de la saison 3 dans le théâtre, mais que en gros elle reste obsédée par cette vengeance qui n'a déjà plus lieu d'être, encore une fois. Et par contre on va nous montrer, je pense, un peu plus en détail tout le trajet de Abby avec les 2 gamins jusqu'à Santa Monica, leur espèce de fuite avec l'endroit où ils veulent aller pour vivre en paix, ce genre de choses. Et ensuite l'arrivée de Ellie en tant que méchante, pour le coup là je pense qu'ils vont vraiment nous la présenter comme la vraie antagoniste de cette saison 4, jusqu'à l'affrontement final où Ellie aura un peu ce qu'elle mérite, et là elle le mérite même encore plus dans la façon dont elle est écrite, je trouve, dans la série, puisque il y a quand même la symbolique assez exceptionnelle de elle va au dernier moment changer d'avis et ne pas tuer Abby, donc tout ça pour ça. Et le pire c'est qu'elle va perdre ses doigts, à savoir ce qu'on nous a quand même présenté, je trouve, de manière assez évidente dans cette saison, donc ça c'est quand même cool, ils l'ont pas oublié au moins, c'est que le lien ultime qu'elle a qu'elle a avec Joël, c'est le fait de jouer de la guitare. C'est la chose qu'il lui a appris. En plus là on a vu qu'il lui avait fabriqué ou plus ou moins réparé la guitare et customisé. Donc vraiment le fait de jouer de la guitare, c'est vraiment le lien ultime entre Ellie et Joël. Et bien là elle va perdre ses 2 doigts qui vont se faire croquer par Abby, et quand elle rentre après Santa Monica, Dina est partie avec leur gamin, donc elle se retrouve seule littéralement, et en plus elle a vraiment tout perdu, parce que la dernière chose qui lui est restée, à savoir le fait de pouvoir jouer de la guitare et donc maintenir ce lien vivant avec Joël, et bien elle ne peut plus puisqu'elle a perdu les doigts. Donc là vraiment je pense que si on arrive jusqu'à une saison 4, clairement à la fin de la saison 4 on sera en mode
bah, bien mérité. Bien fait pour ta gueule, tu l'as cherché, ça fait... c'est de pire en pire en termes d'empathie et d'appréciation du fait qu'on apprécie le personnage d'Ellie. Et ben là, pour le coup, c'était presque le dernier clou dans le cercueil déjà, et ça va être encore pire avec ce qu'on va voir dans la saison 3 où Abby, elle sera trop bien géniale, super, c'est la meilleure, voilà, on l'adore, on l'aime, youhou, vive Abby. Et la saison 4 va clairement finir de nous présenter Ellie comme la pire des personnes qui puisse y avoir dans un monde comme celui-ci, quoi. Malgré le fait que y a des attaques de tarés, enfin à Santa Monica, on voit que c'est peuplé quand même de gros malades mentaux, surtout avec le coup de la plage et tout, pour ceux qui savent, hein. Dans tous les cas, si vous êtes sur cette partie de la vidéo, normalement vous savez. Mais malgré tout, Ellie sera quand même la pire des connasses. Ça, j'en démords pas, je suis presque certain qu'ils vont vraiment... on aura presque de la jubilation à la voir tout perdre et à la voir échouer. Et au contraire, on va s'inquiéter pour Abby et absolument plus pour Ellie. Donc voilà, je trouve ça encore une fois très décevant. Surtout de la part de Neil Druckmann qui avait réussi à faire un truc qui se tenait, qui était cohérent, qui était intense, entre que ce soit dans le premier jeu avec son collègue ou dans le deuxième jeu où il était tout seul à l'écriture. Mais là, il est allé encore plus loin. Donc est-ce que c'est juste que... plus les années passent, plus il se fait bouffer le cerveau par le wokisme, par j'en sais rien, tout ce qu'il peut y avoir de délétère dans l'industrie aujourd'hui. Est-ce que vraiment c'était l'idée qu'il avait peut-être dès le début, et que troisième jeu, s'il devait y avoir, parce qu'apparemment il n'y aura pas, et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y aura jamais au final, est-ce que c'était vraiment là où il voulait aller dès le début, et que peut-être le troisième jeu aurait montré seulement Abby et plus Ellie, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on sent vraiment que plus ça va, plus le temps passe, plus il glisse vers une détestation presque de son personnage. Ça en est presque psychiatrique. T'écris un personnage au début que tout le monde adore, qui est fait pour justement être apprécié parce que fragile, mais en même temps forte, et en même temps mignonne, et en même temps vulgaire et violente quand il le faut et tout. Enfin bref, un personnage complexe mais appréciable, en un personnage juste sans aucune complexité, mono-émotionnel, buté, débile, et surtout qu'on déteste, parce que dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire un truc soit stupide, soit méchant, soit sans intérêt. On n'a plus aucune motivation, on ressent pas sa motivation. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai détesté dans cette saison, c'est que Ellie, comme je disais dans je sais plus quelle review, elle est juste en vacances avec sa meuf, et oui, c'est vrai, il faut aller tuer les gens, les copains d'Abby, parce que voilà, alors que normalement c'est censé être obsessionnel. Et pour le coup, je suis presque pas d'accord avec ceux qui disaient que, dans les commentaires, que la Ellie version série était plus sympa que notamment avec Dina, que la Ellie version jeu vidéo. Certes, elle est très vindicative et tout, mais parce qu'on sent qu'il y a une explication. Alors que là, effectivement, elle n'a pas de raison d'être désagréable avec elle, et elle l'est quand même un petit peu. Elle a tendance quand même des fois à la rejeter un petit peu, mais moins, parce qu'en même temps, de la façon dont c'est écrit, ça n'aurait aucun sens. Ce serait même encore pire. On se dirait, mais pourquoi tu fais ça? Donc, voilà, je trouve que pour le coup, on avait un personnage qui était ultra profond, complexe. On pouvait comprendre que ce soit l'un côté comme l'autre, ce cycle de folie et de vengeance du côté de Ellie. Alors que là, dans la série, ça n'a vraiment plus aucun intérêt, c'est même plus présent. Donc voilà, encore une fois, très déçu. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai énormément parlé, la vidéo risque d'être très longue. Mais dans tous les cas, un grand merci à vous d'être resté jusque là. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à rajouter des éléments s'il y a des petites choses que j'ai oublié de mentionner. Et évidemment, un petit like si la vidéo vous a plu, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!